Bonjour, je m'appelle Summer. Bonjour, moi c'est Mickaël. Bonjour à vous deux, je suis Christelle. Nous allons travailler ensemble aujourd'hui sur les thématiques suivantes. Les situations dégradées, partie 2. La première thématique sera le comportement en cas d'accident, avec pour objectif savoir mettre en place les bonnes actions en cas d'accident. La seconde thématique, elle, portera sur le permis à points, avec pour objectif connaître la réglementation liée au permis à points. Commençons par le comportement en cas d'accident. Le cours va s'articuler de la façon suivante. Nous verrons l'accident matériel et ensuite l'accident corporel. Ce qu'il faut savoir avant que l'on commence le cours, c'est que impliqué dans un accident matériel ou corporel, il faut obligatoirement s'arrêter. Ne pas s'arrêter constituerait un délit de fuite. Commençons par l'accident matériel et le document qui s'y rattache, le constat amiable papier. Voici à quoi il ressemble. Puisons dans vos connaissances. À quoi sert le constat? On l'utilise lors d'un accident pour donner des informations. Il permet de donner des informations aux assureurs. Oui, effectivement, ce document que l'on remplit juste après un accident de la route permet d'expliquer les circonstances de celui-ci et il sera utilisé par les assurances pour décider des responsabilités de chacun et des indemnisations. Je préciserai que ce document a des parties communes permettant de relever les différentes informations du sinistre. Date, heure et lieu du sinistre. Les cases précisant les mouvements du véhicule au moment du choc. Elles sont incriminantes, discriminantes ou neutres en fonction de l'impact sur les responsabilités. On précise le nombre de cases que l'on a cochées. Si aucune case n'est cochée, on met 0. Les circonstances de l'accident avec la possibilité de dessiner un croquis. Le constat ayant 2 volets identiques en papier carbone, chaque véhicule impliqué prend un volet. Sachez que ce document est normalisé dans les pays de la communauté européenne. Il est vivement conseillé par les assurances, mais néanmoins non obligatoire. Il est un appui pour relater des faits, mais le constat n'est en rien pour l'un des deux automobilistes de reconnaître sa ou ses responsabilités. Est-il obligatoire de signer un constat? Oui, on le remplit correctement et on le signe. Oui, mais si on n'est pas d'accord, on le précisera sur le constat. Alors sachez que votre signature accepte et valide les faits relevés, donc engage votre responsabilité. Ce qui résume qu'en cas de désaccord avec la partie adverse, il ne faut pas signer le constat à l'amiable. Et comment procéder en cas de choc avec plusieurs véhicules? Je ne sais pas trop. Je fais un constat avec tous les véhicules qui sont impliqués. Oui, Mickaël. En cas d'accident impliquant plusieurs véhicules, les véhicules doivent être considérés 2 à 2. Par exemple, lors d'un accident en file, le conducteur du véhicule peut avoir à faire 2 constats, un avec le véhicule précédent et un avec le véhicule suiveur. En résumé, je fais un constat avec le ou les véhicules qui ont un contact direct avec mon véhicule. D'accord, je comprends. Et remplir le verso du constat, ici présent. Est-ce obligatoire? Non, je le remplis que si désaccord. Oui, il est obligatoire pour donner l'adresse de mon garagiste. Cette partie du constat est une partie individuelle. On y retrouve les coordonnées des conducteurs, les observations des conducteurs. Les parties communes sont bilatérales et les parties individuelles unilatérales. Donc sachez qu'elles n'ont pas les mêmes valeurs puisqu'elles ne sont pas signées des 2 parties. Et oui, Sommer, cette partie du document va être surtout utile pour l'expertise des véhicules. En effet, on y retrouvera bien l'adresse du garage où les véhicules accidentés vont être déposés, ceci afin de permettre à l'expert d'évaluer et chiffrer les réparations. Pouvez-vous me dire maintenant
quel délai on possède pour envoyer ce constat à l'amiable à son cabinet d'assurance? C'est 5 jours, je crois. C'est pas 48 heures? Oui, Sommer, effectivement, le délai est bien de 5 jours. Le délai des 48 heures, Michael, est à prendre en compte en cas de vol du véhicule. Voici en image ce qu'il faut retenir de ces différents apports de contenu avec un complément d'information. Le constat amiable permet aux assureurs de déterminer les responsabilités de chacun dans l'accident. Il faut y indiquer donc la date, le lieu et l'heure du sinistre et le remplir avec le conducteur ou les parties adverses. Sur ce constat, vous avez un choix de 17 cases. Parmi ces 17 cases, vous pouvez cocher une ou plusieurs cases qui correspondent au mieux aux circonstances de votre accident. Le mieux, c'est de faire un croquis et d'y préciser les véhicules impliqués, leur point d'impact, leur direction, leur position. En tout cas, il faut être simple mais précis. La case observation n'est pas obligatoire. Vous pouvez rajouter des observations si vous avez des précisions à effectuer par rapport à l'accident ou encore un désaccord avec la partie adverse. Avant de signer le constat amiable, vous devez relire ce constat avec la partie adverse et si vous êtes d'accord, à ce moment-là, je vous invite à signer le constat amiable. Le verso du constat amiable reste facultatif. En aucun cas, il sert à contredire les informations qui sont indiquées au recto du constat. Vous avez un délai de 5 jours ouvrés pour envoyer votre constat à votre assureur. Connaissez-vous le e-constat? Je ne connais pas. Moi non plus. Le e-constat est une application. Elle permet de déclarer facilement et rapidement un accident matériel à son assureur. Ceci sur le modèle du constat à l'amiable automobile papier. Voyons ensemble maintenant les conditions, les avantages et les inconvénients. Voici les conditions d'utilisation du constat dématérialisé, e-constat. Celui-ci peut être utilisé à la place du constat papier seulement si l'accident a lieu en France, implique des véhicules assurés et immatriculés en France, implique seulement une ou deux véhicules, n'a provoqué que des dommages matériels. Les avantages de ce e-constat, c'est qu'on pourra y joindre jusqu'à 2 photos, on aura une aide au dessin du croquis, une assistance au remplissage de la déclaration, une géolocalisation des lieux du sinistre et enfin une transmission instantanée à l'assureur. C'est vraiment pratique. Oui, c'est vrai, c'est pratique. Et oui, vous avez raison. Il répond aux attentes des assurés qui recouvrent de manière croissante aux nouvelles technologies dans la vie quotidienne. Et cette innovation s'inscrit également en cohérence avec l'engagement de la profession en matière de développement durable. Et enfin, l'application permet d'accélérer le traitement et le règlement des sinistres. Ah oui, c'est vrai aussi. Alors, résumons ce qu'il faut retenir. Remplir le constat sur place, seulement le recto, réunir les papiers nécessaires pour remplir ce constat, soit carte d'identité, permis de conduire, carte verte, certificat d'assurance collé sur le pare-brise, être le plus précis possible à propos des circonstances, compléter pour cela au besoin le croquis grâce à la rubrique « Mes observations ». En cas de désaccord avec l'autre conducteur, remplir votre partie du constat sans signer. Par contre, n'oubliez pas de donner au minimum vos coordonnées, sinon cela peut être assimilé à un délit de fuite. En cas de refus de l'autre conducteur, envoyez quand même le constat à votre assurance en notant le numéro d'immatriculation du véhicule de la partie adverse. Enfin, relisez et signez. Relire ensemble le document. Ne pas modifier après la signature du document. Cela pourrait se retourner contre vous. En cas d'accident corporel, ne remplissez pas de constat. Appelez obligatoirement les forces de l'ordre. Nous allons voir maintenant d'un peu plus près l'assurance automobile. Ce qu'il faut savoir,
c'est que l'assurance a un caractère obligatoire. Plusieurs types de contrats existent. Quel est le nom du contrat minimum obligatoire? Le tiers simple. Je ne sais pas trop. Tout véhicule, pour circuler, doit être assuré. Le nom du contrat minimum obligatoire est le contrat responsabilité civile. Il couvre tous les dégâts matériels et corporels que peut causer un conducteur à autrui. Connaissez-vous d'autres contrats qui forcément apporteraient d'autres garanties? L'assurance tout risque. Oui, mais il doit avoir un contrat intermédiaire. Oui, Summer, tu as raison. Il y a effectivement un contrat intermédiaire que l'on appelle la garantie dommage-collision ou tiers-collision. Elle intervient qu'en cas de collision avec un tiers ou un animal dont le propriétaire est connu. Oui, Michael, la garantie tout risque existe bien, mais dis-moi, que couvre-t-elle? Elle couvre tous les risques, même si j'ai un accident tout seul. L'assurance auto dit tout risque nous indemnise complètement lorsqu'on est responsable d'un accident ou lorsqu'il n'y a pas de responsable connu. On peut également opter pour des garanties complémentaires à notre contrat, notamment pour l'incendie, les explosions, vols, tentatives de vol, bris de glace ou catastrophes naturelles. Et si je vous parle des franchises? C'est la somme qui reste à notre charge. Oui, si on n'est pas responsable de l'accident. Oui, c'est ça. Effectivement, la franchise est la partie financière restant à la charge de l'assuré en cas d'accident responsable. Exemple, lorsque le responsable de l'accident n'est pas identifié ou identifié, pas assuré et pas solvable. On le sollicite lorsqu'on se voit refuser le droit de s'assurer par plusieurs compagnies. Le bureau central de tarification intervient alors pour imposer à l'une d'entre elles de nous assurer, mais attention, uniquement pour la responsabilité civile. En assurance, on entend parler de bonus-malus. Savez-vous de quoi il s'agit et comment cela fonctionne? Alors je crois qu'il s'agit d'un système qui majore ou diminue la cotisation d'assurance. Oui, c'est celle-là, et je rajouterais même qu'elle varie en fonction de mes responsabilités. Tout d'abord, voici une définition précise de ce système. Le bonus-malus est un système de réduction ou de majoration de la prime d'assurance. On parlera de bonus si annuellement je ne déclare pas d'accident responsable et de malus si annuellement je déclare un ou des accidents responsables. Comment cela se concrétise-t-il? Eh bien, en cas de bonus, je me vois diminuer ma cotisation d'annuel de 5% par an. Ceci sans pouvoir dépasser au fil des années 50%. À l'inverse, en cas de malus, vous subirez une augmentation de votre cotisation annuelle d'assurance si vous avez un ou plusieurs accidents responsables, soit 25% d'augmentation par an, sans dépasser au fil des années 250%. Cependant, si vous avez un bonus de 50% depuis au moins 3 ans, votre premier accident responsable n'entraînera pas de malus. Attention, voici les cas où l'assureur peut refuser les indemnisations. Ceci en cas de fausse déclaration, en cas de défaut de permis, mais aussi en cas d'alcoolémie positive où sa seule obligation sera d'indemniser les tiers. Voyons maintenant l'accident entraînant des blessures, donc l'accident corporel. S'il y a des blessés, le constat à l'amiable ne peut pas être utilisé. Quelles sont les procédures que nous allons mettre en place alors en cas d'accident corporel? Je m'arrête, je mets mon triangle et j'appelle les secours. Oui, je m'arrête pour protéger les lieux et les victimes éventuelles. De très bonnes choses dans ce que vous dites. Illustrons ceci en images. Si vous êtes témoin d'un accident de circulation et que vous êtes en véhicule, allumez immédiatement vos feux de détresse et ralentissez. Dépassez le véhicule accidenté, garez-vous immédiatement après sur la bande d'arrêt d'urgence si elle existe. Équipez-vous de votre gilet de haute visibilité avant de sortir du véhicule et assurez-vous que tous les occupants en fassent de même.
Descendez du véhicule du côté opposé à la circulation avec tous les occupants. Mettez-les en lieu sûr derrière les glissières de sécurité si elles existent. Dans tous les cas, balisez ou faites baliser de part et d'autre de l'accident avec des triangles de présignalisation sans vous mettre en danger à environ 200 mètres pour éviter tout nouvel accident. Coupez le contact du véhicule accidenté quand cela est possible et serrez le frein à main. Prenez contact avec les occupants pour connaître le nombre total de victimes, leur état et s'ils transportent des matières dangereuses. D'une manière générale, ne déplacez jamais un blessé sauf si un danger menace directement sa vie, comme un début de feu. Parallèlement, donnez l'alerte en composant le 18 et fournissez-leur les éléments recueillis avec la localisation précise du sinistre. Si possible, couvrez la victime. Vous avez maintenant à l'esprit quelques gestes et conseils qui doivent devenir pour vous des réflexes. 1812, des numéros d'urgence à réserver aux appels d'urgence. À retenir 3 lettres. P, A, S. P comme protéger. Arriver le premier sur les lieux d'un accident, s'arrêter 100-150 mètres après l'accident, ceci pour ne pas constituer un risque d'accident supplémentaire et gêner l'arrivée des secours. Couper le contact des véhicules accidentés et baliser des deux côtés de l'accident. Ensuite, A comme alerter. Après une analyse de la situation, nombre de victimes, leur état, nombre de véhicules impliqués, etc., composer le 18 ou le 15 ou bien encore le 112 numéro européen. Et enfin S comme secourir. Parler aux victimes, couvrez les blessés, arrêtez au besoin une hémorragie en comprimant la plaie. Ai-je le droit de déplacer un blessé? Non, et quand un blessé porte un casque, on ne le retire pas. Effectivement, on n'enlève pas un casque à un blessé et je ne déplacerai une victime que pour la protéger d'un risque imminent. Exemple, début d'incendie, noyade, chute dans un ravin. Si et seulement si vous savez le faire, placez le blessé en position latérale de sécurité. Pratiquez au besoin un massage cardiaque et bouche à bouche si vous le pouvez. Quelques définitions importantes à retenir. Voyons maintenant la deuxième partie de notre cours, le permis à points. Pour cela, nous allons voir le barème de retrait et dans un deuxième temps, nous nous attarderons un peu plus sur le permis probatoire. Le barème de retrait. Je vous propose que l'on regarde ensemble le différent barème des infractions et le retrait de points qui s'y associe.
Retenez bien que ces barèmes sont communs à tous les conducteurs. Ce sont des infos que je ne maîtrisais pas. Moi pareil. Dites-moi, quelles sont les personnes concernées par le permis probatoire? Eh bien nous, les jeunes conducteurs. Mais aussi ceux qui ont une annulation. Vous avez tous les deux raison. En effet, sont concernés par le permis probatoire tous ceux qui obtiennent pour la première fois le permis de conduire, ceci quelle que soit la catégorie, mais aussi les personnes qui obtiennent un nouveau permis après une invalidation par perte totale de points ou après une annulation par le juge. Quelle différence faites-vous entre une annulation et une invalidation? Pour moi, le résultat est le même, plus de permis à la fin. Oui, Mickaël a raison. Vous m'évoquez ici des conséquences, mais vous ne me donnez pas la différence entre les deux. Regardons ensemble. Il faut tout d'abord différencier l'annulation de l'invalidation du permis de conduire. L'annulation est une sanction prononcée par un juge qui interviendra à l'issue d'un passage devant un tribunal. En revanche, l'invalidation résultera de la perte totale de votre capital de points. Cette invalidation sera donc matérialisée par l'envoi d'un document qui porte la référence 48 SI, par lequel le ministère de l'Intérieur récapitulera l'ensemble des retraits qui sont à l'origine de la perte totale de vos points. Qu'il s'agisse d'une annulation ou d'une invalidation de votre permis de conduire, les conséquences sont les mêmes. En effet, vous perdrez le droit de conduire et vous ne pourrez le réobtenir qu'à l'issue d'une période incompressible de 6 mois, au terme de laquelle vous devrez repasser des tests psychotechniques et une visite médicale. Vous devrez ensuite passer les épreuves théoriques, voire les épreuves pratiques liées au permis de conduire. À l'issue de cette période, vous pourrez bénéficier d'un permis probatoire de 6 points avec tous les inconvénients inhérents à ce statut. Ce qu'il faut retenir, même s'il y avait bien une différence entre l'annulation et l'invalidation, c'est que les conséquences sont identiques. Et vous aviez raison de le dire tout à l'heure, on perd bien le droit de conduire. Voyons maintenant un peu plus en détail les scénarios possibles en cas d'invalidation ou annulation du permis de conduire. La première situation concernera les usagers ayant une invalidation ou une annulation pour une durée supérieure ou égale à 1 an, ou tous les usagers en période probatoire. La deuxième situation concernera uniquement les usagers hors période probatoire ayant une invalidation ou une annulation inférieure à 1 an. Pour ce scénario, je devrais repasser à la fois le code et la conduite, ceci pour toutes les catégories que je possédais. À l'obtention de ce nouveau permis, j'obtiens un capital de 6 points et je serai en période probatoire pendant 3 ans. Je devrais apposer à l'arrière de mon véhicule le A et donc respecter les réglementations liées aux apprentis de la route. Attention cependant, la réinscription à ces épreuves n'est possible que si je suis reconnu apte par les professionnels de santé. Dans le deuxième scénario, je n'ai que le code à repasser. Attention, j'ai 9 mois pour solliciter ce nouveau permis. Passé ce délai, je devrais repasser le code et la conduite. À l'obtention de mon code, je serai bien concerné par la période probatoire des 3 ans et le capital initial des 6 points. Avant ma réinscription au code, je devrais au préalable avoir été reconnu apte par les professionnels de santé. Je ne serai pas dans l'obligation d'apposer le A à l'arrière de mon véhicule. Et pour la récupération de points, ça se passe comment? On peut faire des stages et récupérer 4 points maximum. Oui, mais on peut aussi en récupérer si on ne fait pas d'infraction pendant 3 ans. Voici les différentes possibilités qui s'offrent à nous. Tout d'abord, pour récupérer 12 points. Il suffit de n'avoir aucun retrait de points pendant 3 ans ou 2 ans s'il s'agit de contraventions de 2e ou 3e classe. Si j'ai perdu 1 point, je le récupère au bout de 6 mois si je ne commets pas d'autres infractions. On peut également récupérer des points
4 maximum, en effectuant un stage de sensibilisation. Attention, il n'est possible d'en effectuer qu'un seul par an et que votre solde de points ne soit pas nul. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que 90% des conducteurs possèdent 10 à 12 points sur leur permis de conduire. Dites-moi, pour les personnes en permis probatoire, est-ce que le permis à points fonctionne différemment? Si je suis dans ma première année, que j'ai 6 points et que je viens me faire contrôler pour alcool ou stupéfiant et que je perds donc mes 6 points, je ne pourrai pas effectuer un stage de récupération de points. Je crois que si je commets une infraction avec un retrait de 3 points, je dois obligatoirement faire un stage. Particularité pour les permis probatoires. Toute infraction entraînant un retrait de 3 points obligera l'usager à suivre un stage de sensibilisation, ceci dans un délai de 4 mois. Une fois le stage effectué, vous pourrez obtenir le remboursement de l'amende. Lors de votre première année de permis, si vous commettez une infraction entraînant un retrait de 6 points, votre permis de conduire n'est plus valide, donc pas de stage possible. Voici la progression de la majoration des points. Ceci en tenant compte des années de permis, mais aussi la filière d'apprentissage. Je vous informe qu'au 1er janvier 2019, il y aura une évolution de cette progression avec la mise en place de formations post-permis pour ceux qui le souhaiteront. Il s'agit de réduire le délai probatoire en fonction de la filière. Pour la filière B ou supervisée, la formation d'une journée, entre 6 mois et 12 mois, permettra de réduire le délai probatoire d'une année et de majorer le permis de 2 points, ceci au terme de la première année du probatoire. Pour la conduite accompagnée et les mêmes conditions et délais de formation, le délai des 2 ans du probatoire sont réduits à 6 mois et le permis est majoré de 3 points. Ce cours est maintenant terminé. Je vous remercie, Michael, Summer, de votre participation et je vous dis à bientôt. Merci Christelle pour ce cours et à bientôt. Merci pour ce cours, Christelle. Au revoir.